fois, ce qui ne nous fera pas de mal. Donc, je vais vous le laisser faire pendant quelques minutes. Les règles sont que quand vous allez considérer un sommet, que vous regardez ses voisins non marqués, à chaque fois... Excusez-moi, monsieur. Pardon? On ne voit pas l'écran, en fait, on a un problème, on a juste une ligne blanche. Alors bon. Ah voilà, c'est bon, ça marche. C'est bon là? Oui, c'est bon, merci. Ah oui, ça saute. Bon, si ça le refait, dites-le moi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe avec Zoom. Il change de statut toutes les 2 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci. Alors, attendez, je vais donc du coup commencer comme ça. Voilà, bien. Donc je vais reprendre ici. Donc, comme je vous disais, je vais vous laisser le faire. Sur le fait de faire donc un parcours en profondeur sur cet arbre, avec comme règle le fait que si vous avez donc un sommet qui est marqué, que vous venez de dépiler, vous allez empiler ces voisins non marqués dans l'ordre lexicographique inverse. Et ça, c'est la première chose. Et ensuite, comme c'est entouré ici, vous afficherez la liste des sommets au moment où vous les dépilez, c'est-à-dire au moment du out. On fait donc un parcours qui va être suffixe. C'est au moment où vous dépilez que vous allez constituer la liste. Et donc, nous allons commencer avec, dans la pile, le sommet A, évidemment le sommet A qui est marqué ici. Et donc, bien, le premier que l'on va sortir, c'est donc A, que je dépile, qui va être le premier dans la liste, que nous allons écrire ici sur cette flèche. Voilà. Et je vous laisse donc, comme petit exercice matinal, 2, 3 ou 3, 4 minutes pour faire ce parcours. Bien, je vais donc donner la correction. Donc, on a le sommet A. Nous allons regarder donc la liste des sommets qui sont voisins du sommet que je viens de dépiler, qui est donc A. Et nous allons donc insérer ceux qui ne sont pas marqués dans la pile par ordre lexicographique inverse. Donc, vous voyez que les voisins de A non marqués sont B, C et D. Donc, je vais les prendre dans l'ordre lexicographique inverse. Je vais donc d'abord prendre D. Ensuite, C. Et ensuite, B. Et donc, ma pile contient maintenant DCB du bas vers le haut. Donc, ma pile n'étant pas vide, alors juste une chose, hein, mais là c'est une évidence, c'est que les arêtes qui sont donc utilisées pour le marquage sont ces arêtes-là. Donc, ensuite, je vais regarder, ma pile n'est pas vide, je dépile B, qui va donc être le second sur la liste. Est-ce que B a des voisins non marqués? Non. Donc, est-ce que ma pile est vide? Non. Je dépile C.
Donc c'est C qui est sur ma liste. Est-ce que C a des voisins non marqués? Oui, E et F. Donc ordre lexicographique inverse, je vais mettre F et puis ensuite E, qui deviennent donc marqués par ces arêtes-là. Est-ce que maintenant ma pile est vide? Non. Donc je dépile E, qui est celui que je vais avoir sur ma liste ici. Ensuite, est-ce que E a des voisins non marqués? Oui, I et K. Donc je vais marquer I et je vais marquer K. Et je vais donc les prendre dans l'ordre lexicographique inverse, c'est-à-dire d'abord K et ensuite I. C'est terminé. Est-ce que ma pile est vide? Non. Je dépile, donc je dépile I. I a-t-il des voisins non marqués? Non. Je dépile, donc la tête de pile, c'était K. Ici, K a-t-il des voisins non marqués? Non. Ensuite, je vais dépiler, je dépile F. Ici. F a-t-il des voisins non marqués? Non. Ensuite, je vais dépiler, je dépile D. D a-t-il des voisins non marqués? Oui, J et H. Donc, à partir de ce moment-là, je vais donc empiler dans l'ordre lexicographique inverse H et J. Donc, ma pile maintenant est-elle vide? Non. Donc, je dépile J. Et ensuite, je dépile, puisqu'il n'a pas de voisin non marqué, H. Et voilà, ce que j'ai ici, vous voyez, c'est donc la liste que j'ai obtenue par un parcours en profondeur suffixe avec cet ordre lexicographique inverse. Et ce que vous voyez, c'est que l'ordre dans lequel les éléments ont été empilés, c'est-à-dire quand je vais du bas vers le haut, rejoint plus ou moins la liste, mais ce n'est pas exactement la liste d'affichage. Et en tout cas, si je regardais la pile de haut en bas, du dernier dépilé jusqu'au premier, vous voyez que c'est dans l'ordre inverse plus ou moins aussi de cette liste-là. Ce qui est quelque chose de remarquable ici, c'est que donc finalement, si je regarde dans l'ordre, à partir de A, je suis allé voir B, ensuite C, ensuite E, ensuite I, ensuite K, donc je remonte ici, ensuite F, je remonte ici, je remonte, là je redescends à D, ensuite je suis allé voir J, puis ensuite H, et mon parcours était terminé. Donc, vous voyez qu'on a fait un parcours qui est une manière de parcourir cet arbre qui est dû à la pile. Évidemment, même si je n'ai pas marqué ces deux dernières arêtes, l'arbre couvrant qui est induit par ce parcours, c'est l'arbre lui-même, puisque quand vous avez un graphe qui est un arbre, il est son seul arbre couvrant. Donc ici, vous voyez, on a ce parcours-là. Alors, comme on a une pile, ce que je vous disais, c'est ce à quoi je voulais surtout arriver dans ce contexte-là. Je vais passer au slide suivant. C'est qu'on a ce que l'on a une notion de récursivité, comme souvent quand on a une pile. Alors, je ne vais pas refaire un cours sur la récursivité, je veux juste mettre en lumière un élément qui est important quand on parle de récursivité, c'est que la récursivité, alors comme je vous disais, si on n'est pas professionnel et pas informaticien, on dit un algorithme récursif, c'est un algorithme qui s'appelle lui-même. Ça, c'est un peu un effet, hein. C'est comme si vous dites, qu'est-ce que c'est qu'une voiture? C'est un machin de couleur qui se déplace sur 4 roues. Ça, c'est un peu l'effet de ce que vous voyez, mais ça ne suffit pas à définir une voiture. La récursivité, c'est un petit peu pareil. Et la notion de récursivité, de traitement récursif, c'est une manière de penser un traitement, donc un algorithme, à partir d'une vision récursive des structures de données que vous allez voir. Si ici, par exemple, j'ai pris l'idée d'un tableau, alors je ne vais pas refaire un cours d'algorithmique de base, mais si vous cherchez dans un tableau à finalement trouver l'élément maximum du tableau, ce que vous allez faire donc, c'est que vous allez parcourir les cases les unes après les autres, hein, de i qui va être égal à 1 jusqu'à n,
Et à chaque moment, vous allez comparer le nouvel élément que vous voyez avec le plus grand que vous ayez trouvé jusqu'à maintenant. Ça, c'est donc un traitement itératif classique. Quelle est la vision récursive? Eh bien, la vision récursive d'un tel tableau, elle est basée sur une vision récursive d'un tableau d'entier. Et qu'est-ce que c'est qu'un tableau d'entier? C'est le principe de l'oignon. Qu'est-ce qu'un oignon? Alors, vous pouvez définir du point de vue agricole, je dirais, en disant c'est un légume qui donne du goût à la soupe, c'est la famille, alors je ne sais plus de quelle famille végétale sont les oignons, etc. En fait, si j'essaie d'avoir une vision récursive de mon oignon, qui en a une, c'est pour ça que je le choisis, parce que la nature parfois aime bien la récursivité, elle aime bien le nombre d'or et des choses comme ça aussi, eh bien, un oignon, c'est une pelure, et la pelure extérieure, qui contient un oignon. En gros, si vous prenez un oignon et vous enlevez la pelure extérieure, ce qui vous reste, c'est un oignon. Donc vous voyez qu'ici, ma définition, elle est récursive puisque je définis un oignon à partir d'un oignon. Alors évidemment, derrière, j'ai une notion de dimension. Je pourrais dire qu'un oignon a n couches. Eh bien, c'est une pelure qui contient un oignon à n-1 couche. Mais vous voyez que cette définition, quand n vaut 0 ou n vaut 1, n'a pas de sens. Donc cette définition, elle est vraie quand n va être au moins supérieur à 1. Ensuite, il faut bien la terminer. C'est que ce n'est pas une vision infinie. On n'est pas dans du fractal. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous épluchez un oignon, il ne vous restera rien. Et bien, en fait, j'ai deux manières de faire. C'est de dire qu'un oignon, ça peut être une pelure contenant un oignon, ou bien l'étape finale. Et là, on peut dire c'est une pelure toute seule, c'est-à-dire la pelure la plus intérieure de l'oignon, ou bien rien, où le vide est un oignon. Alors là aussi, ça dépend des traitements et de ce que l'on peut faire. Les deux choses sont possibles, c'est-à-dire que l'élément le plus au cœur finalement de la définition, il est ici, si je reprends ma notion de dimension avec les pelures de mon oignon, soit pour n égale 1, soit pour n égale 0. Mais il faut avoir cette notion de fin de définition récursive, parce que sinon, évidemment, on a quelque chose d'infini qui ne colle pas. Et vous voyez que finalement ici, alors la seule chose extérieure à ma définition dont j'ai besoin, c'est la notion de pelure. Donc là, oui, finalement, un oignon, pour le définir, il suffit que je définisse ce qu'est une pelure et j'aurai défini mon oignon. Et puis, on a donc très souvent une notion de dimension qui peut venir et qui va permettre justement d'avoir cette notion aussi d'arrêt, de fin, qui va faire que les algorithmes vont pouvoir se terminer. Et quand on veut penser finalement un algorithme ou un traitement de façon récursive, eh bien à partir de ce moment-là, ça revient à dire qu'il faut d'abord penser les données, la structure de données sur laquelle vous allez travailler de façon récursive. C'est cette vision-là qui va induire finalement votre vision algorithmique de façon récursive. Après, le fait de l'écrire comme un algorithme qui s'appelle lui-même, ça c'est uniquement une conséquence. Alors revenons au tableau. Comment voir un tableau de façon récursive? Eh bien, moi, comme si je suis un processeur, la seule chose que je sais manipuler, c'est un entier. La seule chose qu'un processeur sait faire, c'est comparer deux entiers. Donc, dans ce point de vue-là, je vais repartir de cet élément de base. C'est comme le fait de dire ça, ça revient à dire que le processeur connaît la définition de la pelure. Dans ce cas-là, la pelure va être l'entier. Et ce que je vais dire ici, alors je pourrais l'avoir dans l'autre sens, mais je vais le prendre dans le sens le plus classique, c'est qu'un tableau, ça va être un entier suivi d'un tableau. Donc je viens définir un tableau d'entier comme étant un entier et un tableau. Alors vous voyez ici qu'en effet j'ai la dimension, un tableau de taille n, c'est un entier plus un tableau de taille n-1, comme dans le cas de mon oignon. Et puis il faut que j'ai la définition aussi de la fin, c'est soit un entier suivi d'un tableau, soit, alors je pourrais dire ici le vide, ici je vais par exemple dire que c'est un entier. Donc, c'est-à-dire que cette définition-là, elle a un sens quand n est supérieur ou égal à 3, notamment. Parce qu'on va jusqu'à un tableau de taille 2. Et donc, ça revient à dire que, comme la chanson « Une noix qui a-t-il dans une noix », etc., qui se répète à l'infini, là, ce n'est pas à l'infini, mais vous voyez que mon tableau rouge, c'est un entier suivi d'un tableau,
Et ce nouveau tableau, c'est un entier suivi d'un tableau qui lui-même va être un entier suivi d'un tableau. Encore une fois, j'aurais pu faire moins de cases, mais tant pis pour moi, c'est un entier suivi d'un tableau. Et cette dernière case ici, eh bien, c'est un entier tout seul, on est dans la finalité. Et donc, ça revient à dire qu'en effet, dans la récursivité, c'est que cette définition s'applique jusqu'à ce que j'ai atteint la définition finale. Alors, on peut avoir d'autres définitions récursives d'un tableau. Je garderai celle-là pour mon petit exemple, mais je vais effacer ici. Je pense que vous avez brillamment fait des algorithmes de tri. Eh bien, par exemple, vous avez des algorithmes de tri qui sont basés sur le fait qu'un tableau de n cases, c'est quoi? Ce sont deux tableaux de n sur 2 cases. Alors ici, comme mon nombre est impair, c'est 2 et 3. Donc vous voyez qu'ici, je peux définir aussi un tableau comme étant deux tableaux de taille n sur 2. Et quand je revois sur cette définition-là, vous voyez que j'ai cette vision récursive de deux tableaux ici. Donc je vais garder le même principe en notant le plus grand à droite. Donc les tableaux verts se décomposent de cette façon-là. Et puis j'ai encore une étape ici où ce tableau va se décomposer de cette façon. Donc là, vous avez une vision récursive d'un tableau qui est différente de celle que je vous ai donnée avec un entier et un tableau. Là, c'est un tableau, c'est toujours deux tableaux ou un entier. Et c'est cette vision récursive-là qui est utilisée notamment dans la notion du trifusion. Le trifusion, c'est ça. Et donc, ça revient à dire que dans le trifusion, pour trier tout le tableau, je vais d'abord dire que pour trier un tableau, qu'est-ce que je dois faire? Je dois trier deux tableaux de taille n sur 2, et une fois que c'est fait, j'ai un traitement qui revient à les mettre ensemble, et j'ai terminé mon appel. Et à chaque étape de la récursivité, on fait cela. Alors là aussi, si vous vous rappelez du trifusion, pour pouvoir trier les deux verts, il faut que je trie dans chacun des verts les deux rouges, et dans ce rouge-là, celui-ci, pour pouvoir trier ces deux rouges, il faut que je trie les deux bleus. Ce qui fait que quand les deux bleus sont triés, tout ça c'est trié, ceux-là sont triés aussi. Et quand c'est terminé, les verts vont pouvoir se trier. Et quand c'est terminé, vous pourrez trier le tout. Alors, ce que vous voyez qui est important là-dedans, c'est qu'on dit on descend dans les appels, on remonte dans les traitements. C'est-à-dire qu'un traitement, finalement, si je regarde dans l'ordre d'appel ce qui va se faire, le traitement revient à dire que je ferai un traitement à une dimension n que lorsque j'aurai terminé les traitements récursivement à ma dimension n-1. Et ça, c'est donc le fait de dire que je descends dans les appels jusqu'au niveau rouge et je remonterai dans les traitements. Et puisque les traitements se font une fois que je suis allé plus profondément dans les appels, si je n'utilisais pas la récursivité, il faudrait que je stocke les traitements à réaliser à chaque étape avant d'aller à l'étape plus profonde et qu'ensuite je les déstocke dans l'ordre inverse où je les ai stockés. Si j'avais stocké le vert, puis le rouge, puis le bleu, il faut ensuite que je traite le bleu, puis le rouge, puis le vert. Traiter dans l'ordre inverse de ce que j'ai stocké, c'est une pile. C'est pour ça que la récursivité dans son implémentation est associée à la notion de pile. Et c'est pour ça que quand vous avez un algorithme qui utilise une pile, il y a très souvent une récursivité qui est cachée derrière. Il y a une preuve que l'on ne fait plus, hélas, dans les cours algorithmiques, parce qu'elle était un peu longue, mais qui prouvait que tout algorithme récursif pouvait être mis sous forme itérative, c'est-à-dire dérécursifié, en utilisant au plus deux piles. Bien. Donc, si je reprends mon exemple ici sur ce tableau pour trouver le maximum, bien vous voyez que dans ce cas-là, évidemment, ce que je vais avoir, c'est que je vais dire que le maximum de ce tableau-là, c'est quoi? C'est le maximum entre l'entier et le maximum du reste de tableau. Le maximum de ce reste, c'est le maximum entre cet entier et le maximum du reste. Celui-ci, c'est le maximum entre cet entier et le maximum du reste. Je vais aller jusqu'à la fin. Voilà. Donc vous voyez que ici, quand j'arrive à 2, j'ai juste stocké. C'est-à-dire j'ai dit qu'à la première étape, finalement, ce que j'allais avoir ici, c'était le fait de dire je vais chercher le maximum entre 7 et entre
le maximum dans tout ce sous-tableau. Mais pour l'instant, je n'ai pas le maximum dans ce sous-tableau, donc j'attends. Même chose quand je suis sur 5, je vais juste faire cette deuxième étape en vert. Je vais chercher dans ce sous-tableau rouge le maximum entre 5 et le maximum du sous-tableau qui est ici, et ainsi de suite. Le seul moment où je sais que j'ai un maximum, eh bien, c'est quand j'ai 2. Quand j'ai 2, ici, bon, vous voyez que là, je sais que le maximum à cette étape-là, c'est 2. Donc maintenant, je m'arrête ici sur ce tableau le plus profond. Je suis capable de dire maintenant, je vais chercher le maximum que j'avais, qui était 2, avec 9. À cette étape-là, ce que je vais remonter, donc ici, c'était 2. Ici, ce que je vais remonter à cette étape-là, c'est 9. Puis ensuite, 9 et 13, maximum, c'est 13. Ici, je remonte 13. 13 et 5, maximum, c'est 13. Ici, je remonte 13. Dernière étape, en gros, maintenant, le maximum du tableau rouge, je sais que c'est 13. Je peux comparer encore une fois 7 et 13. Et je dirais le maximum qu'il y a dans ce tableau, c'est 13. Et donc ici, vous voyez cette idée que l'on a eue, c'est que finalement, si je regarde, les appels récursifs descendent, c'est là où on dit que les appels descendent, je ne fais rien avant d'avoir atteint l'élément atomique, la fin, et les traitements qui sont ici en rouge remontent. Et cette vision-là, elle est basée sur cette vision récursive du tableau. Donc encore une fois, la récursivité, c'est une manière de penser la structure de données pour penser le traitement. Alors, tout ne peut pas être mis sous forme récursive, ou tout n'a pas d'intérêt à être mis sous forme récursive. Il y a des fausses récursivités dans le fait, plutôt qu'appeler une boucle, vous faites un traitement, puis ensuite vous faites un appel récursif, c'est de la feignasse. C'est-à-dire, c'est simplement dire, au lieu de mettre une boucle, je mets un appel récursif. Ce qui caractérise vraiment la récursivité, c'est que je ferai le traitement en remontant, et je fais les appels en descendant. Et donc, avant d'avoir atteint l'élément atomique, je ne peux pas traiter. Eh bien, si vous prenez maintenant un arbre, qui est le cas qui est en dessous, et que je focalise un sommet marqué, finalement, eh bien, ce que je peux dire, c'est qu'est-ce qu'un arbre? Et vous allez retrouver quelque chose, notamment dans les arbres enracinés que vous avez vus, je pense, en long et en large, quand vous avez fait les ABR notamment, mais aussi le triparta, qui est le vrai tri le plus rapide, c'est que quand j'ai un arbre qui est basé sur un sommet X, eh bien, il est défini comme étant X et un arbre enraciné pour chacun de ses voisins. Et donc là, vous aurez cet arbre-là, de façon assez large, celui-ci et celui-là. Donc ici, c'est cette vision-là, et je dirais qu'un sommet tout seul, c'est un arbre. Ma condition de fin en récursivité, c'est un arbre enraciné en X, c'est X et un arbre pour chacun des fils de X ou des voisins de X, ou bien un sommet tout seul. Donc ici, si je passe à ma vision récursive, chacun des arbres que j'ai donnés, eh bien c'est un arbre. Ici, et j'ai ma condition d'arrêt, cet arbre, c'est un sommet. Et ici, pour ce sommet-là, Y et Z, vous voyez que ici, ce que je vais avoir dans cette chose récursive, c'est que ici, j'aurai un arbre. Ici aussi, un arbre au deuxième niveau. Et ici, un arbre au deuxième niveau. Et si je vais encore une logique plus loin, vous voyez que celui-ci, eh bien, il se termine, c'est un seul sommet. Ici, c'est ce sommet-là et ces deux arbres. Et celui-ci, c'est ce sommet-là et ces deux arbres. D'accord? Alors, je vais encore un tout petit peu surcharger ce dessin, mais si je reprends un parcours en profondeur, comme on l'a vu tout à l'heure dans le dessin, à partir de X. Et si je reprends un parcours en profondeur à partir de X, vous voyez qu'un parcours en profondeur, si je le dessine, va faire quelque chose, par exemple, comme ça. Donc je vais à chaque fois visiter, je remonte, je visite le dernier et j'ai terminé. Mais ce que vous voyez, c'est que si maintenant, ce que je fais, c'est que je coupe mon parcours ici. C'est-à-dire que je dis ici, je coupe ici et je coupe là. Vous voyez que dans ce sous-arbre-là,
si je regarde le parcours, c'est un parcours en profondeur dans ce sous-arbre. Et donc, en fait, vous voyez que si je regarde, si je coupe mon parcours au niveau de chacun des sous-arbres, dans chacun des sous-arbres induits de X, dans ma définition récursive, ce que j'ai à partir du parcours en profondeur à partir de X, c'est un parcours en profondeur dans chacun des sous-arbres. Donc là, finalement, on retrouve l'idée de la pile, c'est que le parcours en profondeur sur la pile va avoir cet effet qu'il respecte finalement cette vision récursive de l'arbre, ce pourquoi le parcours en profondeur peut être défini sous forme récursive, on va juste le voir. Ce qui est vraiment important, hein, je réinsiste là-dedans, au-delà du cas des graphes et de l'arbre, etc., c'est que la récursivité, c'est d'abord une manière récursive de voir la structure. Et vous en avez fait cette récursivité, peut-être si vous avez fait un peu de choses un peu mathématiques, comme des Gauss, etc. Si vous prenez une matrice, eh bien, vous avez des algorithmes qui vont être basés sur les algorithmes de pivot, par exemple, sur le fait que qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Une matrice, c'est un élément, ce sont deux vecteurs, et c'est une sous-matrice. Et là, vous avez une vision récursive à plusieurs niveaux, sachant que qu'est-ce que c'est qu'un vecteur? Eh bien, un vecteur, on va dire que c'est un entier souvent suivi d'un vecteur. Et donc, voilà, vous arrivez à des définitions emboîtées récursives qui ont tous comme élément final un entier. Eh bien, quand vous voyez les algorithmes de Gauss, de Gauss-Seidel, etc. dans les matrices, c'est que si vous essayez de le voir de la façon récursive, c'est basé sur cette vision récursive d'une matrice. Et on pourrait faire ça un peu à l'infini sur les algorithmes récursifs de base. On s'apercevrait qu'à chaque fois, même si ce n'est pas indiqué comme ça, ce qui est sous-jacent, c'est une vision récursive de la structure sur laquelle on est en train de travailler. Donc c'est cette manière de voir les choses de façon récursive qui induit la récursivité. Ce n'est pas le fait d'avoir un algorithme qui s'appelle lui-même, encore une fois. Ça, ce n'est pas de l'informatique. Donc, si je reprends maintenant ici ce petit exemple, vous voyez que finalement, ce que je vais avoir, et là j'ai juste d'une façon un peu schématique revu ce que l'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire que mon algorithme, c'est un algorithme récursif qui dit que si je veux faire eh bien, un parcours en profondeur à partir d'un sommet X, il faut que je le marque, et puis ensuite, pour tout voisin de Y de X qui est non marqué, eh bien, je vais faire un appel sur le sous-arbre induit par Y. C'est-à-dire, je considère que les sommets marqués n'existent plus, d'une certaine façon. Alors, cette notion de marquage, vous ne l'avez peut-être pas vu dans les cours précédents parce que vous aviez des arborescences. Donc, vous pouviez parler de fils ou de successeurs, etc. Là, on est dans un cas non orienté, ce pourquoi on introduit finalement cette orientation à partir du marquage. Vous voyez que si je suis l'ordre lexicographique, cette fois-ci, vous voyez, par exemple ici, alors je peux le faire aussi soit quand je marque le sommet, soit afficher le sommet une fois que je suis ici. Si je fais un affichage là où je l'écris, c'est du préfixe. Si l'affichage dans mon appel récursif, je le fais ici, c'est du suffixe. Donc là, on va faire dans l'exemple préfixe. Donc j'ai donc ici A. Alors, pardon, je vais réeffacer tout, parce que je vais avoir besoin d'un tout petit peu de place. Voilà. Donc, je commence, je marque A. Donc là, je vais mettre mes appels. Je vais donc lancer sur T dans l'ordre lexicographique, sur T de B, puis ensuite sur T de C, et ensuite sur T de D. Donc, je vais d'abord lancer sur T de C, donc c'est-à-dire que je vais considérer ce sous-arbre-là. Pardon, sur T de B, excusez-moi. Donc je lance sur T2B, T2B était un seul sommet. Hein. Dans ce cas-là, si j'ai un seul sommet, il faudrait que je le rajoute dans l'algorithme, je le marque. Donc ici, je vais dire que je vais afficher B et c'est terminé pour mon arbre B. Donc là, je suis toujours là sur l'appel correspondant à A. Je traite donc C. Quand je traite C, que va-t-il se passer? Eh bien, C, donc je l'ai marqué ici, je vais donc l'afficher. Et dans ce cas-là, je vais donc lancer à partir de C mon traitement dans l'ordre sur les deux sous-arbres induits par C qui sont non marqués, c'est-à-dire T de E, puis T de F.
Donc maintenant, ici, je vais pouvoir lancer sur T2E. Sur T2E, ça va me provoquer deux appels, l'un sur T2I, l'autre sur T2K. Vous voyez, pour l'instant, je me suis enfoncé assez profondément. Donc, ce que je vais avoir, je vais aller un peu plus vite, sur T2I, je vais avoir le premier appel, comme le sommet est tout seul, ça va remonter immédiatement. Et ensuite, je vais lancer, donc ça c'est terminé. Ensuite, je vais lancer sur T2K, ici. Donc, comme c'est un sommet tout seul, ça va remonter. Et vous voyez ici, je viens de terminer les deux appels sur T2I et T2K. Donc, je viens de terminer l'appel sur T2E. Donc maintenant, je vais pouvoir faire l'appel sur T2F. T2F qui est ici, eh bien, il est tout seul. Donc, j'ai affiché F. Et c'est terminé pour cet appel-là. Et donc, quand je traitais T2A, je viens de terminer T2C. Donc maintenant, je vais pouvoir lancer T2D. T2D qui est ici. Eh bien, il va avoir deux arbres qui vont lui correspondre, qui sont T2J et T2H. Donc, il faut que je traite ces deux-là. Je traite d'abord T2J. T2J étant tout seul, je vais avoir un marquage et c'est terminé. Ensuite, T2H que j'ai lancé ici, sommet tout seul. Pardon, j'ai oublié d'afficher les sommets. À partir ici, je continue. D, J. Ensuite, donc T2H, je le traite. C'est un sommet tout seul. C'est terminé. Donc T2D est terminé. J'ai terminé tous les appels sur A. Donc mon appel récursif à partir de T2A est terminé. Et donc dans ce cas-là, vous voyez bien que ce que j'ai obtenu, ça correspond à ce que j'avais ici dans mon appel, dans mon parcours en profondeur sur une pile, puisque les flèches qui vont dans ce sens-là sont à chaque fois le fait d'empiler. Et quand je reviens ici, à chaque fois quand j'avais terminé, c'est le fait de dépiler. Vous voyez qu'on retrouve finalement dans ces appels l'ordre dans lequel vous empilez, vous dépilez les éléments. Donc voilà un peu pour ces éléments sur la récursivité. Encore une fois, c'est vraiment une question de vision des choses, c'est-à-dire une manière de voir la structure de façon récursive. C'est ça qui doit être un exercice, et c'est comme ça qu'on doit essayer de penser les algorithmes récursifs. C'est pour ça que je pense que vous l'avez fait, enfin j'espère. La tour de Hanoï, les notions de tour de Hanoï doivent vous dire quelque chose, je pense. Là, c'est un exemple justement où il faudrait deux piles. Hein, il y a trois piles de pièces ou d'éléments. Et donc là, il faut deux piles d'un point de vue informatique pour pouvoir justement traiter de façon récursive les opérations qui sont faites entre deux paires de piles à chaque fois. Bien. Voilà. Donc maintenant, alors, une petite chose aussi, puisqu'on parlait d'arborescence, donc on va oublier un peu les appels récursifs, mais finalement, ce qu'on n'a pas vu, peut-être vu un peu en TD, mais je vais le répéter, c'est comment, dans un graphe orienté, peut-on vérifier que ce graphe orienté est fortement connexe. Alors, fortement connexe ici, alors c'est pas la même idée, c'est l'idée des parcours, hein, c'est pas l'idée de la récursivité, donc, quand je parle dans ce slide d'idée. Donc ici, évidemment, ça revient à dire que si vous prenez... Pardon, je retrouve mon stylo. Je refuse pour l'instant de me le donner. Bon, donc je vais... Alors j'ai un petit problème encore. Le jour où on ne sera plus obligé de faire du zoom, on ne regrettera pas. Hein. Bien. Ah, voilà. Donc, encore une fois, cette fois-ci, si je prends donc mon graphe orienté, je rappelle que la connexité forte, c'est que pour tout sommet U et tout sommet V, hein, qui sont tous les deux dans mon graphe, ça revient à dire qu'il existe un chemin de U à V. Ça, c'est la forte connexité. Alors, en fait, la propriété que l'on a, c'est qu'un graphe orienté et fortement connexe, si et seulement si, il existe, alors en chaque sommet, mais il suffit que ce soit vrai en un sommet, une arborescence couvrante et une anti-arborescence couvrante.
Alors, je ne vais pas donner la preuve dans les deux sens, je vais juste donner l'intuition. Imaginons donc qu'à partir d'un sommet qui est la racine ici, nous ayons, à partir de ce sommet, une anti-arborescence couvrante et une arborescence couvrante. Eh bien, je peux en déduire dans ce cas-là que pour tout couple de sommets UV, il existe un chemin de UAV. Si je considère ce qui est en rouge, qui est l'anti-arborescence couvrante. Une anti-arborescence, d'accord, c'est couvrante, c'est qu'elle contient tous les sommets du graphe, et anti-arborescence, c'est que les arcs vont des feuilles vers la racine. Et souvenez-vous, par définition, la propriété, c'est qu'il existe un chemin de tout sommet à la racine dans une anti-arborescence. Donc, je sais qu'il existe un chemin qui va de mon sommet U jusqu'à la racine dans cette anti-arborescence. C'est ce chemin-là. Si vous prenez maintenant une arborescence couvrante, qui est en vert pointillé, l'arborescence couvrante, c'est le fait d'avoir les arcs qui vont de la racine vers les feuilles, et ça induit finalement par définition le fait qu'il existe pour tout sommet un chemin de la racine à ce sommet dans l'anti-arborescence. Donc il existe un chemin de la racine jusqu'à V. Et donc, puisqu'il existe un chemin de U à la racine, anti-arborescence, et un chemin de la racine à V, arborescence, alors il existe un chemin de U à V. Ça, donc, s'il existe un sommet, n'importe lequel, et ça sera vrai pour tous, donc, pour lequel il existe une anti-arborescence couvrante et il existe une arborescence couvrante, le graphe est fortement connexe. On peut montrer de la même façon que l'inverse est vrai. Si le graphe est fortement connexe, alors on le fait sur récurrence sur la distance par exemple, si le graphe est fortement connexe, alors forcément en tout sommet, il existe une arborescence couvrante et une anti-arborescence couvrante dont ce sommet est la racine. À partir de cette propriété, eh bien, comment je peux rapidement vérifier si un graphe est fortement connexe? Eh bien, je prends un sommet quelconque, pas la peine d'essayer d'en choisir un, je prends un sommet quelconque, je vais faire un parcours. Alors, vous pouvez faire un parcours en largeur, un parcours en profondeur, ça n'a pas d'importance dans ce cas-là. Je fais donc un parcours sur les successeurs. Si ce parcours me donne une arborescence couvrante, je fais un parcours sur les prédécesseurs ensuite. Et si ce parcours me donne une anti-arborescence couvrante, je peux en conclure que mon graphe est fortement connexe. Si par contre, l'un des deux parcours ne donne pas soit une anti-arborescence couvrante, soit une arborescence couvrante, eh bien dans ce cas-là, je peux en conclure que mon graphe n'est pas fortement connexe. Ce n'est pas la peine, s'il y a un échec, d'essayer à partir d'un autre sommet, puisque si mon graphe est fortement connexe, alors cette propriété doit être vraie en tout sommet. Donc s'il en existe un seul sur lequel ce n'est pas vrai, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Et s'il en existe un pour lequel c'est vrai, ce n'est pas la peine d'aller plus loin non plus. Donc l'algorithme le plus simple pour savoir si un graphe est fortement connexe, c'est de prendre un sommet au hasard, de faire un parcours profondeur ou largeur, comme vous voulez, sur les successeurs. Si ça donne une arborescence couvrante, faire un parcours sur les prédécesseurs. Et si ça donne une anti-arborescence couvrante, vous savez que votre graphe est fortement connexe. Sinon, vous savez que votre graphe n'est pas fortement connexe. Évidemment, dans ce cas-là, la complexité est une complexité polynomiale, puisque ça revient à dire qu'au pire, à chaque fois que vous avez un sommet, vous avez visité tous ses voisins. Donc, c'est le nombre de sommets multiplié par le degré en nombre d'opérations. Alors que si vous cherchez tous les chemins possibles entre chaque couple de sommets pour savoir s'il en existe un, vous avez quelque chose qui est irréaliste d'un point de vue algorithmique. Voilà pour une application de ces notions de parcours sur la recherche de la connexité. Bien, alors, je vais pouvoir revenir maintenant sur ce que j'avais commencé à vous raconter la dernière fois, qui sont la recherche d'un arbre couvrant de poids minimum. Alors, je vais faire un rappel. Hein. On a donc un graphe connexe dans lequel on a une notion de poids sur les arêtes. Et j'ai pris des poids positifs, ils pourraient être positifs ou nuls, ça ne changerait pas grand-chose.
même s'ils étaient négatifs aussi, mais bon, je ne veux pas rajouter cette composante-là. Et là, j'ai pris des entiers, mais évidemment, si vous prenez des réels, ça reste aussi la même chose. Donc, on a des poids sur les arêtes. À l'intérieur de ce graphe, on va chercher, on considère un arbre couvrant, c'est-à-dire on prend un arbre qui, donc connexe évidemment, qui couvre tous les sommets. Et le poids d'un tel arbre, c'est la somme des poids des arêtes qui le constituent, ici 26. Alors en fait, dans le problème originel, on cherche finalement un graphe couvrant, un sous-graphe couvrant connexe de poids minimum. Mais évidemment, celui qui sera de poids minimum sera un arbre, parce que si votre graphe couvrant, votre sous-graphe couvrant n'est pas un arbre, c'est qu'il contient un cycle, et que sur un cycle, vous pouvez économiser une arête, donc diminuer le poids. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse finalement à des arbres, puisqu'on cherche le sous-graphe couvrant de poids minimum. Et donc on va chercher l'arbre couvrant de poids minimum. Et donc c'est le but ici de pouvoir savoir s'il existe un algorithme qui va, dans un temps raisonnable, pouvoir nous permettre de déterminer un arbre couvrant de poids minimum. Alors, potentiellement dans un graphe, il faut juste savoir ça, le nombre d'arbres couvrants est une double exponentielle, c'est-à-dire c'est quelque chose de la forme alpha à la puissance bêta à la puissance n, où n est le nombre de sommets. Et alpha et bêta sont des valeurs qui peuvent dépendre du degré. Donc vous voyez que ce n'est pas vrai dans tous les graphes, mais que potentiellement le nombre d'arbres couvrants différents dans un graphe peut être très gros. Et de plus, il faut savoir les générer les uns après les autres sans générer plusieurs fois le même, puisque sinon on ne saura pas où on était et comment s'arrêter. Donc c'est un problème compliqué, ces problèmes de génération. Ce que ça veut dire, c'est que si la seule manière de résoudre ce problème serait de générer tous les arbres couvrants, on n'est pas arrivé, passez-moi l'expression. Donc la question c'est, n'y a-t-il pas un algorithme plus simple, vous savez déjà que la réponse est oui, pour résoudre ce problème-là. Alors la réponse est oui, en partant donc de cet algorithme qui est un algorithme, je vous le rappelle, glouton et incrémental. Incrémental, ça revient à dire qu'il construit il construit la propriété étape après étape. Et donc, avec cette propriété qu'à chaque étape, qu'est-ce que l'on va avoir si on fait cet algorithme-là? Je vais le refaire après dès que j'ai de nouveau mon stylo. Voilà. C'est donc que la propriété que je vais avoir à chaque étape de mon algorithme, c'est qu'à chaque étape, ce que je vais avoir distingué, c'est une forêt, c'est-à-dire une union d'arbres, de sous-arbres. Et à la fin, ma forêt reviendra à un seul arbre qui sera un arbre couvrant. Et donc, cette propriété-là reste vraie. Et ce qui permet d'avoir un algorithme incrémental, c'est que vous avez une propriété qui se propage au cours de la construction de l'algorithme. Et donc ça, c'est le côté incrémental. Comme je le disais la dernière fois, il est en plus glouton, puisqu'il ne remet jamais en cause les choix qu'il a fait précédemment. Il ne va pas dire, tiens, j'avais choisi une arête, je l'enlève et j'en remets une autre. Donc, je vais le réexécuter ici. Cet algorithme, il correspond à dire que ce que l'on veut donc, c'est ne pas avoir de cycle. Si on arrive à choisir n-1 arête sans avoir un cycle dans un graphe de n sommets, on a déterminé un arbre couvrant. Et si on garantit qu'à chaque étape, les arêtes que l'on a choisies ne forment pas de cycle, alors dans ce cas-là, on a la garantie qu'on a une forêt. Et donc, ce que l'on fait, c'est incrémental, puisqu'à chaque étape, on va choisir une arête et la rajouter. Et ensuite, on va garantir que cette arête que l'on a choisie, elle ne forme pas de cycle avec les arêtes déjà choisies. Et parmi celles qui ont cette propriété, c'est celle qui va être finalement la de poids minimum, ou une de poids minimum. Alors ça reviendrait à dire, je vais rentrer juste un petit peu plus dans le détail que la dernière fois, c'est que la première chose que je devrais faire, c'est de trier mes arêtes par ordre croissant de poids. Je ne vais pas toutes les faire, mais vous voyez qu'ici, je vais avoir besoin de faire ça de cette façon-là. Alors, donc ce que je fais, c'est que je vais parcourir cette liste, et pour chaque arête que je n'ai pas encore choisie, ou que je n'ai pas encore soit gardée, soit éliminée,
je vais regarder si je peux la rajouter. Donc, ce que je vais faire, c'est que je commence dans ma liste. AF, eh bien, AF, je peux la prendre puisque c'est la première et elle ne me formera pas de cycle avec les arêtes que j'ai déjà choisis. Donc, AF, c'est bon. Ensuite, dans ma liste, j'ai FC. Oui, FC, je peux la choisir et elle ne me forme pas de cycle. Ensuite, je vais avoir AI. Oui, AI, je peux la choisir et elle ne me forme pas de cycle. Ensuite, AC, eh bien, AC forme un cycle avec les arêtes que j'ai déjà prises. Donc, AC, je ne peux pas la prendre. Ensuite, j'ai EH. EH ne me forme pas de cycle avec les arêtes que j'ai déjà choisies. Je peux la prendre. Ensuite, imaginons que dans la liste, je n'ai pas mis les arêtes de poids 3, mais imaginons qu'ensuite j'ai PH. Oui, je peux la prendre. J'ai AE. Oui, je peux la prendre. Ensuite, je vais avoir HA. Oui, je peux la prendre. Donc, vous voyez que là, c'est la première étape dans laquelle j'ai un sous-arbre connexe, mais qui n'est pas encore couvrant, qui a été atteint. Ensuite, je vais regarder les arêtes de poids 4. Vous voyez que l'arête entre I et H ici, eh bien, je ne pourrais pas la prendre parce qu'elle forme un cycle avec deux sommets, enfin avec les arêtes déjà choisies. De la même manière, je ne peux pas choisir BA. Donc sur les arêtes de poids 4, aucune. Je vais passer aux arêtes de poids 5. Si j'ai FB, je ne peux pas la choisir. DA, oui, ça marche, je la prends ici. Et là, j'ai terminé puisque j'ai atteint N-1 arête. Et ce que j'ai obtenu, c'est un arbre couvrant. Donc voilà comment fonctionne cet algorithme. Comme je l'avais dit la dernière fois, je n'y reviendrai peut-être pas aujourd'hui, on verra, mais ce que ça nécessite à chaque étape, c'est de savoir finalement, et je vais juste le refaire, de savoir si une arête connecte deux sommets qui qui forment et que cette arête formerait un cycle avec les précédents. Alors revenons. Pardon. Voilà. Revenons, je vais reprendre les arêtes dans l'ordre ici. On va prendre AF, FC, AI, AC, EH. Je vais juste voir cette chose. Donc au début, comme je vous le disais, je vais le mettre en chiffre entouré. Chaque sommet, finalement, dans cette forêt, est un petit arbre. Et donc je vais numéroter chaque sommet par l'arbre auquel il appartient, ce qui revient à dire que ici, ce que je fais, c'est une numérotation totale de mes sommets. Et pour savoir si deux sommets, si le rajout d'une arête me forme un cycle avec des arêtes déjà choisies, je vais simplement, à chaque étape, regarder si deux sommets, les deux extrémités de cette arête, ont le même numéro ou pas. AF, est-ce que je peux choisir? Oui, A est de numéro 1, F de numéro 2, ce n'est pas le même numéro, je peux la choisir. Mais à cette étape-là, ce que je vais faire, c'est que ces deux arbres, l'arbre qui est sur A et F, en deviennent un seul. Et tout cet arbre, je vais le renuméroter avec le plus petit numéro des deux, c'est-à-dire l'arbre qui contenait F, qui était numéroté 2, je vais maintenant le numéroter 1. Ensuite, FC. Est-ce que je peux rajouter FC? Oui. Alors, j'ai oublié ici, je vais mettre 9, pardon. Oui, puisque F était de numéro 1 et C de numéro 9, dans ce cas-là, je peux prendre cette arête. Mais par même propriété, ici, il faut que je renumérote avec le plus petit qui va devenir 1. Et vous voyez ensuite que AI, eh bien AI, ça continue de fonctionner. Et dans ce cas-là, ici, je vais juste renuméroter 1 de cette façon-là. Et quand j'arrive à AC, je vois que les deux extrémités A et C sont numérotées 1, donc AC ne peut pas être choisi. Et donc, comme je vous le disais la dernière fois, à un moment donné, je peux avoir dans mon graphe déjà deux arbres. Alors, je peux en avoir plus, mais deux petits arbres qui sont potentiellement connectés. Chacun peut se réduire à un seul sommet, potentiellement. Il y a une arête que je voudrais vouloir choisir. Imaginons ici que tous ceux-là sont étiquetés 1, que tous ceux-là sont étiquetés 7. Donc, vous voyez que l'arête que je voudrais choisir, je peux la choisir puisque ces deux extrémités ont des numéros qui sont différents. Et qu'à partir de ce moment-là, il faudrait que quand je vais la choisir, je renumérote tous les sommets de l'arbre 7 en 1. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire pour ça? Un parcours, alors la plupart du temps en profondeur, parce que ça se programme facilement.
dans lequel, au lieu d'afficher un sommet à chaque fois que je le vois, ça peut être suffixe ou préfixe, ça ne change rien, je le renumérote. Et à partir de là, j'ai de nouveau une étape consistante dans laquelle eh bien, tous les sommets qui appartiennent à un même sous-arbre dans ma forêt ont tous le même numéro, ce qui permet, quand je vais regarder une arête, de pouvoir quelque part traiter facilement. Donc ça demande de faire un tri au début et à chaque étape de faire un parcours. Alors comme je vous disais, souvent on fait un parcours en profondeur sur les sous-arbres. Ça demande aussi de stocker ces sous-arbres-là à chaque étape, hein, d'être capable donc de distinguer les arêtes qui ont été choisies pour faire le parcours. Donc, à la main, je dirais, on peut en effet le faire aussi facilement que ce que je vous avais fait au début, mais vous voyez que pour l'implémentation, ça nécessite finalement d'avoir quand même de faire un certain nombre d'étapes pour le déployer facilement. Donc là aussi, c'est humainement simple, ça reste faisable évidemment d'un point de vue de la programmation, mais il faut traiter tous les sujets parce qu'un processeur, lui, n'a pas, comme je vous le disais, la vision globale d'une structure. Alors, encore une fois, maintenant, si je reviens sur le fond, si on prend par exemple le cas de l'arête AC, vous avez vu que je ne pouvais pas la choisir, cette arête-là, parce qu'au préalable, j'avais choisi AF et FC. Si j'avais choisi au préalable AF et AI, j'aurais pu prendre AC. Donc en fait, à chaque fois, comme je vous le disais, que je fais un choix lors d'une étape, en fait, tous les choix que j'ai faits jusqu'à maintenant vont m'interdire des choix possibles dans le futur. Peut-être que m'interdisant des choix possibles dans le futur, il me condamne dans le futur à faire des choix catastrophiques. Donc en termes de glouton, peut-être que si j'avais été moins gourmand au début, je n'aurais pas été dans une telle situation vers la fin. Donc rien ne dit que cet algorithme basé sur ce principe de localité, à chaque étape je prends le mieux possible, n'importe lequel, que ce principe de localité va me donner globalement le meilleur arbre couvrant en termes de poids à la fin. Donc il faut se méfier de ces choses-là. 99 fois sur 100, si vous faites des choses intéressantes, ce que je vous souhaite en informatique plus tard, 99 fois sur 100, quand on enchaîne des choix locaux, notamment dans les problèmes de graphes, on n'atteint pas l'optimum global. C'est une bonne nouvelle, hein, c'est ce qui nous donne du travail. Hein, parce que si à chaque fois le local revenait au global, ben, les ordinateurs se programmeraient tout seuls, on apprendrait ça juste en seconde au lycée, et ça suffirait. Non, heureusement qu'il y a des problèmes difficiles, c'est ce qui fait qu'on a encore besoin de vous et pour un moment. Bon, donc là j'avais fait l'exécution, donc je vais revenir ici. Juste une chose, c'est que pourquoi est-ce que c'est toujours un arbre couvrant? Encore une fois, à chaque étape, il n'y a pas de cycle. Et si à un moment donné, j'ai un sommet qui n'a pas été couvert, ou disons que je vais le faire avec une logique un petit peu différente, je vais juste vous donner l'argument pour dire qu'à chaque fois ça donne un arbre, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous avez des petits morceaux d'arbres. Donc certains peuvent être réduits à un seul sommet, hein, on l'a vu. Au début, chaque arbre est un sommet. Donc si vous prenez à un moment donné comme le graphe est connexe, il existerait forcément au moins une arête connectant deux sommets dans deux de ces arbres différents. Cette arête-là, finalement, cette arête-là ne forme pas donc de cycle avec les arêtes déjà choisies. Et elle existe tant que j'ai des arbres différents, puisque mon graphe est connexe. Donc cette arête aurait pu être choisie. C'est peut-être pas parmi les arêtes qui ont cette propriété, celle de poids minimum, mais ça veut dire qu'il en existe au moins toujours une que je peux choisir. Donc en fait, mon algorithme ne se serait pas arrêté. Et donc j'aurais au moins à cette étape-là choisi une arête supplémentaire. Et donc ce sera vrai tant qu'il existera dans les arêtes que j'ai choisies au moins deux sous-arbres différents, puisqu'à chaque fois, puisque le graphe est connexe, il y aura au moins une arête que je peux choisir. Et comme celle que je choisis n'induit pas de cycle, le choix de cette arête va diminuer le nombre de sous-arbres jusqu'à arriver à un seul. Donc oui, cet algorithme donne bien un arbre couvrant, c'était quand même le minimum, mais il faut le vérifier. Hein, c'est la première chose, parce que dans la propriété, je veux un arbre couvrant de poids minimum, donc il faut quand même au moins vérifier que ce que vous donne votre algorithme, c'est un arbre couvrant. Bien. Pour prouver
que cet algorithme donne un arbre couvrant de poids minimum, l'idée de Kruskal à la base, c'est de savoir comment je vais décrire, d'un point de vue théorique, cet arbre-là. Et en fait, ce que dit Kruskal, c'est que l'arbre, je vais le décrire comme une suite d'arêtes qui constituent l'arbre dans l'ordre où je les ai choisis. Vous voyez qu'ici, j'ai choisi AF, puis AI, puis FC, et ainsi de suite. Eh bien, mon arbre déterminé par mon algorithme de Kruskal, TK, va être écrit sous la forme de la liste des arêtes telles que je les ai choisies. Donc ici, vous voyez que comme je vais avoir évidemment n-1 arête, je vais avoir ici de E1 jusqu'à E7, et c'est les arêtes dans l'ordre où je les ai choisies. C'est vraiment important. Deuxième chose, vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à une étape, j'ai choisi une arête alors que j'aurais pu en choisir une autre, de même poids. Donc, potentiellement, il pourrait exister, et c'est souvent le cas, plusieurs arbres couvrant de poids minimum, c'est-à-dire plusieurs exécutions possibles de Kruskal. Quand vous avez vu l'ordre dans lequel j'ai mis mes arêtes triées, eh bien, cet ordre était finalement partiel, puisque des arêtes qui ont le même poids peuvent apparaître dans la liste les uns à côté des autres, mais dans un ordre différent. Donc, je pourrais avoir plusieurs exécutions de mon algorithme de Kruskal. Je vais donc en considérer une, et je vais donc écrire cet arbre dans l'ordre où j'ai choisi les arêtes. Alors, dès qu'il veut me redonner la main pour changer, je pourrais changer. Bien. Maintenant, donc, pour montrer que cet arbre obtenu par mon algorithme de Kruskal est un arbre de poids minimum, je vais considérer que ce n'est pas le cas, et je vais montrer dans ce cas-là une contradiction. Alors, j'attends de retrouver encore une fois le zoom, vous allez bien me redonner le stylo. Bon, là, si ça va. Très pénible. Donc, reprenons ici ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que là, j'ai écrit l'arbre obtenu par mon algorithme de Kruskal, TK, avec les arêtes des n-1 arêtes dans l'ordre où je les ai choisis dans mon algorithme. Et puis, je considère un arbre TO différent, qui est un arbre optimal, c'est-à-dire qui est un arbre de poids minimum, et tel que finalement, donc il est optimal, c'est important, et donc le poids de TO est strictement inférieur au poids de TK, c'est-à-dire que TK, l'arbre obtenu par Kruskal, n'est pas de poids minimum, puisque TO est un arbre optimal, est un arbre de poids minimum et que son poids est inférieur à celui de TK. Là aussi, pour cet arbre TO, je vais écrire cet arbre comme une liste d'arêtes dans l'ordre, dans un certain ordre, et cet ordre, c'est l'ordre qui va faire correspondre TO et TK le plus longtemps possible. TK, la liste est donnée par l'exécution de l'algorithme. Si l'arête E1, qui est la première arête que j'ai choisie, appartient aussi à TO, je vais commencer à écrire TO avec E1. Sachant que E1 existe, si la deuxième arête E2 que j'ai choisie appartient aussi à TO, je vais écrire E2. Et ainsi de suite, tant que c'est possible. Puisque les deux arbres sont différents, puisqu'ils ont un poids différent, eh bien, il existera bien une étape I, qui sera la première étape pour laquelle il existe une arête EI dans TK qui n'appartient pas à TO. Donc, c'est pour ça que dans ces I-1 premières arêtes, j'ai indiqué ici que c'était une sous-suite initiale commune maximale. Je le fais tant que c'est possible. Elle peut être éventuellement vide. Ça ne change strictement rien à ma preuve. Il y a donc une étape I à partir de laquelle eh bien, j'ai la IM arête choisie par mon algorithme de Kruskal qui ne se trouve pas dans TO. Eh bien, pour cette deuxième liste, c'est-à-dire que pour la liste qui est ici, je vais écrire toutes les arêtes de TO qui restent en les mettant par ordre croissant de poids. Ça ne veut pas dire que dans cette deuxième liste ici, il n'y a plus aucune arête commune avec les arêtes qui sont là. Ça veut simplement dire qu'à partir de là, je les mets dans un ordre croissant sans plus tenir compte de TK. Ce qui est important,
c'est vraiment que l'arête EI dans l'ordre, c'est la première qui ne se trouve pas dans TO. Première étape. Vous voyez, là, c'est une chose importante, c'est simplement comment je décris la liste des arêtes qui constituent mes deux arbres. Alors, chaque fois, le petit blanc, c'est à la fois pour vous laisser le temps de réfléchir, mais c'est parce que... Bon. Alors, c'est un petit peu décalé, mais nous allons maintenant donc nous poser la question de savoir, de nous interroger sur E'I. E'I, qui est donc l'arête la plus petite que j'ai prise dans l'ordre de celle, entre guillemets, qui ne contenait pas EI. Donc, si mon algorithme avait à la ième étape pris E'I, eh bien, à partir de ce moment-là, j'aurais pu continuer ma liste. Donc, c'est qu'à la ième étape de mon algorithme, E'I n'est pas choisi. Alors, est-ce que E'I n'est pas choisi parce qu'elle a déjà été choisie? Non. Si elle avait déjà été choisie, elle aurait été dans cet ensemble-là. Mais vu que cette liste est la même que celle-ci, cette arête aurait déjà été indiquée précédemment. Donc non, elle n'a pas été choisie avant. Deuxième manière de dire qu'elle n'a pas été choisie, eh bien, c'est le deuxième critère, c'est qu'elle formait un cycle avec les arêtes déjà choisies. Mais ça aussi, ce n'est pas possible. Parce que si cette arête E'I formait un cycle avec les arêtes déjà choisies ici, pardon, en haut, elle formerait aussi un cycle avec ces arêtes-là, ici. Et donc TO ne serait pas un arbre. Donc si je n'ai pas choisi E'I, si mon algorithme de Kruskal n'a pas choisi E'I à ce moment-là, ce n'est pas parce que cette arête formait un cycle avec les arêtes déjà choisies. Donc seule possibilité, c'est que je n'ai pas pris cette arête parce que j'avais une arête plus intéressante. Et donc, ça revient à dire que le poids ici de l'arête EI que l'algorithme a vraiment choisi à l'étape I, il est inférieur ou égal au poids de E'I. C'est pourquoi mon algorithme a choisi EI. Alors, je vais, pour l'instant, je reviendrai après avec, vous verrez un petit argument qui permet d'éliminer ça, mais je vais oublier le égal. Je vais prendre simplement l'hypothèse pour l'instant, mais je reviendrai sur l'égalité. Je vais prendre l'hypothèse pour l'instant simplement que le poids de E'I, de cette arête-là, pardon, le poids de cette arête-là est strictement donc supérieur au poids de l'arête qui est ici, ce pourquoi l'algorithme de Kruskal a choisi EI. Alors, une fois que j'ai dit ça, eh bien maintenant je vais repartir de mon arbre TO. Et dans mon arbre TO, je vais prendre cette arête EI, qui est ici, et je vais la rajouter à mon arbre TO. Alors, je la rajoute, puisque les arbres sont couvrants, la rajouter, ça revient à dire que ça rajoute une nouvelle arête entre deux sommets qui sont déjà couverts, puisque c'est un arbre couvrant. Donc, cette arête-là, je vais la rajouter ici. Encore une fois, elle n'est pas dans TO, parce que sinon, j'aurais pu continuer ma liste commune. Donc, ça va former un cycle, qui est ici, le cycle indiqué en bleu. Et donc, maintenant, le nouveau graphe que j'ai obtenu, c'est un graphe qui contient un cycle, qui est un cycle notamment contenant cette nouvelle arête EI que j'ai indiqué ici. Bien. Dans cet arbre-là, maintenant, ici, ce que je vais voir, c'est que je vais regarder le cycle que j'ai obtenu. Dans ce cycle, je vais prendre les arêtes qui étaient initialement dans TO. Est-ce que toutes les arêtes, c'est-à-dire celles-ci... Ah, pardon, encore une fois, dès que mon stylo revient... Voilà, désolé. Si je prends toutes ces petites arêtes ici, cette arête-là, celle-ci, celle-ci et celle-là, qui étaient dans TO, est-ce qu'elles peuvent être là, toutes? Si elles sont toutes là, c'est-à-dire dans cette liste, ça veut dire que toutes ces arêtes-là que j'ai entourées se trouvent aussi dans TK. TK qui contient EI. Donc, TK contiendrait toutes ces arêtes. Donc, TK contient un cycle. Or, TK est un arbre. Donc, non, il n'est pas possible que toutes les arêtes
de Théo qui sont sur le cycle formé par EI soient dans le premier bloc. Donc, ça revient à dire, cette chose-là, que dans ce cas-là, forcément, il existe sur ce cycle une arête E'J qui va se trouver ici dans ce bloc-là, c'est-à-dire dans la liste des arêtes allant de la IM à la N-1e dans Théo. Je vous rappelle que dans ce bloc-là, j'ai pris les arêtes par ordre croissant de poids. Donc, puisque EI est inférieur à E'I, que le poids de E'I est inférieur ou égal à celui, etc., finalement, EI a un poids qui est plus petit que toutes les arêtes qui sont ici, dont E'J. Ça revient donc à dire que j'ai trouvé sur ce cycle-là une arête de Théo qui a un poids supérieur à celui de EI. C'est ce qui est indiqué ici. Je peux en conclure que le poids de cette arête E'J est supérieur au poids de EI. Donc maintenant, je vais supprimer dans ce nouvel arbre que j'ai obtenu, je vais supprimer une arête. Et l'arête que je vais supprimer, c'est E'J. Si je supprime E'J, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens de nouveau un arbre, puisque j'avais un cycle unique dans ce graphe, et que j'enlève une arête sur ce cycle, eh bien, dans ce cas-là, je retrouve un arbre. Qu'est-ce que je peux dire du poids de cet arbre? J'avais rajouté d'abord une arête EI, puis ensuite, j'ai enlevé une arête E'J en sachant que le poids de E'J était supérieur à celui de EI. Donc, le nouvel arbre que j'obtiens, ici, a un poids plus petit que Théo. Puisque ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une arête dans Théo, puis j'ai enlevé sur le cycle formé une arête de Théo qui avait un poids plus important. Or, on a pris comme principe tout à l'heure que l'arbre Théo était de poids minimum. Donc, il ne peut pas exister d'arbre dont le poids est plus petit que celui de Théo. Donc, Théo n'existe pas. Donc, TK est de poids minimum. Fin de la preuve de Kruskal. Une assez jolie preuve qui a donné finalement le nom à l'algorithme, hein, c'est cette preuve-là. Et vous voyez qu'il part de ce principe finalement que si je n'avais pas pris une arête à un moment donné, c'est forcément qu'il n'y avait pas, et ça on peut l'étendre par la preuve, un arbre de couvrant de poids plus petit. Alors, pour terminer, je vais revenir sur le cas de l'égalité. Le zoom le permet. Donc ici, je vous avais dit qu'on avait pris comme hypothèse tout d'abord que... attends le stylo. Hein, qu'on avait donc ici le poids de EI qui était inférieur au poids de E'I. Et là, c'est la preuve que je viens de vous faire. Mais on aurait pu avoir une égalité. Bien, s'il y avait eu égalité, ça veut dire qu'à la ième étape, plutôt que choisir EI, j'aurais pu choisir E'I. Eh bien, je refais une exécution de mon algo de Kruskal dans lequel, à la ième étape, je prends E'I, ce qui va me changer toute la suite. À partir de ce moment-là, j'ai un nouvel arbre de Kruskal, puisque j'avais dit que j'en prenais un quelconque. Je sais que ma propriété d'être commune et égale va donc se propager jusque-là, et je vais chercher la prochaine nouvelle étape à laquelle j'aurai une différence. Et ainsi de suite. Je sais qu'il y a au moins une étape où j'aurai un inférieur strict, puisque les deux arbres sont différents. Donc en gros, puisque je peux avoir tous les arbres de Kruskal en entrée, si j'en ai un où à la rupture j'ai une égalité, j'en prends un autre, finalement, qui va prendre l'arête que j'aurais pu prendre, et je vais regarder où se trouve la prochaine frontière. Et donc, puisque les deux arbres ont un poids différent, de toute façon, puisque c'est mon hypothèse qu'aucun Kruskal ne donne Théo, ben dans ce cas-là, je montre que j'arrive à prouver là aussi l'algorithme. Donc c'est un truc, si on veut dire, mais ça suffit à éliminer ce cas-là. Donc, je vais rappeler rapidement la preuve de Kruskal. Pardon. L'idée donc, c'est
je prends mon exécution du Kruskal et j'indique l'arbre que j'ai obtenu comme la liste des arêtes par ordre de choix de ces arêtes, donc de 1 jusqu'à n-1. Je considère maintenant que mon arbre de Kruskal n'est pas optimal, c'est-à-dire qu'il existe un arbre optimal, c'est-à-dire de poids minimum, dont le poids est strictement inférieur à celui de TK. Et pour écrire la liste des arêtes ici de Théo, je vais commencer par écrire les arêtes qui correspondent aux premières arêtes de TK tant que c'est possible, jusqu'à trouver la frontière, c'est-à-dire le premier rang dans lequel j'ai une arête de TK qui ne se trouve pas dans Théo, ici le rang I. Et ensuite, pour Théo, j'écris l'ensemble des arêtes à partir de cette ième arête qui reste par ordre croissant de poids. Je vais considérer donc l'arête EI, qui est la première arête dans l'ordre qui ne se trouve pas dans Théo. Donc, si cette arête-là a été choisie, ce n'est pas parce que dans la première arête de poids minimum E', parmi la liste des arêtes qui sont dans Théo, cette arête-là, ne pouvant pas former un cycle dans Théo, elle ne formait pas un cycle dans TK, puisque les deux blocs initiaux sont les mêmes. Et donc, si je ne l'ai pas choisi, c'est que l'arête EI choisie à cette exécution avait un poids inférieur ou égal, disons inférieur. Donc, le poids de EI est inférieur à celui de E'I, et donc inférieur au poids de toutes les arêtes allant de E'I jusqu'à E'N-1, puisque j'ai pris ces arêtes par ordre croissant de poids. Je vais donc considérer l'arête EI qui ne se trouve pas dans Théo, et je vais la rajouter à Théo. En la rajoutant à Théo, je vais donc former un cycle. Considérons les arêtes de Théo qui sont sur ce cycle. Toutes ces arêtes de Théo qui sont sur ce cycle ne peuvent pas être compris dans la liste des arêtes E1 à EI-1, car sinon ce cycle serait aussi un cycle dans TK, or TK est un arbre. Donc ça revient à dire qu'il existe au moins sur ce cycle une arête de Théo, E'J, qui se situe entre les arêtes E'I et E'N-1. Si je prends maintenant ces arêtes-là, vu que j'ai dit que l'ensemble des poids de ces arêtes était supérieur au poids de EI, cette arête-là, E'J, a un poids supérieur à celle de EI. Si maintenant j'enlève cette arête E'J du cycle, j'obtiens de nouveau un nouvel arbre couvrant, dont le poids est plus petit que Théo, puisque le poids de l'arête que j'enlève est plus grand que le poids de l'arête que j'ai rajouté. Or, j'ai indiqué que Théo était un arbre de poids minimum, donc il n'existe pas d'arbre plus petit que lui. Donc, autre manière de dire, l'arête EI ne peut pas exister, donc Théo par rapport à Théo, et donc Théo ne peut pas exister, et donc TK est de poids minimum. Voilà donc pour la preuve de Kruskal. Alors, encore une fois, évidemment, là, je ne vous demanderai pas, ce n'est pas la peine de m'envoyer la question sur le chat, d'être capable de concevoir dans un examen une preuve pareille, on est d'accord. Par contre, là encore, vous devez être capable de raconter cette preuve avec les slides que je vais vous envoyer et de l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas suivi le cours. Ou alors à votre ours en peluche, comme je vous disais, votre ami imaginaire ou votre voisin de palier qui est un peu sourd, comme vous voulez. Mais être capable de savoir si on a compris ou non une preuve, et ça, vous devez essayer de la comprendre, c'est être capable de l'expliquer. Donc le mécanisme, là, il faut bien en le voir, il est intéressant. Vous voyez donc que là, maintenant, on peut dire oui. Quand je prends cet algorithme incrémental et glouton, je suis certain que ce qu'il va me fournir à la fin, c'est un arbre couvrant de poids minimum. Ce n'est pas la peine de simuler, d'exécuter, de comparer avec tous les arbres possibles ou blablabla. Ça, c'est de la... Voilà. Là, on a la preuve conséquente pour Kruskal. Alors, je pense que on va s'arrêter là, mais il y a un autre algorithme qui est l'algorithme de prime. Je vais juste vous l'exécuter là-dessus, on y reviendra la prochaine fois. On terminera cette chose-là la prochaine fois, puisque ce sera le dernier cours avec moi. Après, vous aurez cours avec Thierry Motor. Vous parlerez de plus court chemin, notamment avec lui. Moi, bien, je prends la suite à partir de ce moment-là du TD assuré actuellement par Colline, Gianfrotta. Et donc, un certain nombre d'entre vous auront encore à me subir, mais pour les autres, eh bien, écoutez, on se verra, j'espère, dans les années qui viennent. Alors, l'algorithme de prime. L'algorithme de prime, au lieu de faire pousser, entre guillemets, des petits arbres séparément qui vont finir par s'unifier, on plante une graine et on fait pousser un arbre à partir de ce sommet-là. Donc, ça ressemble à du marquage. À chaque étape, je vais considérer une arête de poids minimum connectant un sommet marqué à un sommet non marqué.
Ici, vous voyez, par exemple, les arêtes que je peux prendre, c'est AF, AC, AE, AI. Poids minimum, je vais prendre soit AF, soit AI, disons AF. Là, maintenant, toutes les arêtes éligibles, c'est celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Ce sont toutes les arêtes qui ont une extrémité marquée et une extrémité qui n'est pas marquée. Par exemple, ici, je vais prendre celle-là. Ensuite, vous voyez que je vais prendre celle-ci. Donc, à chaque étape, ce que je vais avoir ici, c'est un seul arbre qui a tendance à grandir. Alors, évidemment, les arêtes qui connectent deux sommets marqués ne sont plus éligibles. Donc là, vous voyez par exemple que bien que j'ai une arête de poids 2 entre E et H, ben, je ne vais pas la choisir. Ce que je vais choisir, c'est une arête de poids 3 puisque je vais prendre une arête de poids minimum entre un sommet marqué et un sommet qui ne l'est pas. Et ensuite, je vais avoir ça. Ensuite, par exemple, ça. Ensuite, ici, ça. Puis sur les poids 3, c'est terminé. Et ensuite, ici, poids 4, eh bien, ce n'est pas possible. Et poids 5, je vais avoir, par exemple, ici, celle-là. Et ça se termine. Donc, c'est un peu différent. Vous voyez que ça ressemble un peu plus aux algorithmes de marquage que l'on avait vus. Point de vue de la complexité, on verra, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de trier les arêtes, etc., mais on a besoin de prendre en compte les sommets qui sont marqués, les sommets qui ne sont pas, et de regarder les arêtes qui sont ici. Et je ne ferai pas la preuve de prime, mais la preuve de prime ressemble quand même à la preuve que j'ai faite, c'est-à-dire ça part de la liste des sommets. Par contre, à un moment donné, en effet, la preuve tient compte du fait qu'à chaque étape, ce que l'on a est un arbre. Donc avant, c'était le fait que ça introduisait des cycles. Là, c'est qu'à un moment donné, on va tomber sur une contradiction qui nous dira que on a quelque chose qui n'est pas connexe à une étape, ce qui n'est pas possible avec l'algorithme de marquage. Donc voilà, et c'est pour ça, parce que leur complexité est à peu près la même, qu'on prend soit l'un soit l'autre et que vous avez ces algos par défaut, je dirais, à l'intérieur des bibliothèques de programmation. Mais la chose importante ici à voir, c'est pas que, encore une fois, ce qu'il faut vraiment voir, c'est que ce qui a donné les noms à ces algorithmes-là, ce ne sont pas les algorithmes qui sont assez intuitifs, ce sont les preuves que ces algorithmes sont optimum. Et encore une fois, on vous les fait d'ailleurs cette année, cela, ça va être la même chose avec Dijkstra, hein, vous verrez avec Thierry, c'est que ça fait partie des rares problèmes de graphes dans lequel le fait de faire un choix incrémental, c'est-à-dire local à chaque étape, et de construire donc cette solution au fur et à mesure, eh bien, en prenant localement, c'est-à-dire à chaque étape, le choix optimal pour cette étape, on bâtit quelque chose qui est optimal globalement. C'est assez rare. Et dans ces cas-là, ce sont des résultats qui ont été trouvés dans les années 60-70 du XXe siècle. Dans ce cas-là, on avait tendance à donner à ceux qui prouvaient ces choses-là le nom à l'algorithme dont ils avaient prouvé. Ils s'en seraient peut-être passés, hein, ce n'est pas eux qui l'ont choisi. Et surtout que dans ce cas-là, comme vous voyez, c'est la preuve qui est jolie, on la fait rarement, l'algorithme lui-même est plutôt bébête. Alors, l'arête dans laquelle commencer, encore une fois, vous voyez que pour Kruskal, c'est la question du tri. Vous voyez que comme l'ordre est partiel, c'est-à-dire vous mettez toutes les arêtes par ordre croissant de poids, vous avez n'importe quel ordre possible qui respecte cette contrainte. Si vous avez plusieurs arêtes de poids 1, en gros, vous pouvez avoir n'importe quel ordre entre ces arêtes de poids 1. Et en fait, à chaque fois, ça donnera un arbre couvrant de même poids. Et en fait, on peut montrer que si on prend l'intégralité des ordres partiels induits, on va obtenir l'intégralité des arbres de poids minimum. Alors pas toujours, parce que parfois certains choix donnent le même. On va tous les couvrir, mais il n'y a pas forcément autant d'arbres qu'il y a d'ordres. Mais en regardant tous les ordres, on va obtenir tous les arbres de poids minimum. Voilà, j'ai répondu. En fait, les avoir. Alors, il y a une question que je ne comprends pas sur les arborescences induites avec le parcours en profondeur sur G et la notion de transposition. Alors, écoutez, si la personne qui a posé la question peut m'envoyer un petit mail et je répondrai, hein, bien entendu. Voilà, eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour la dernière fois et donc on va
on repartira à la fin du 19e siècle et on fera de la coloration de graphes et on verra ce que sont la notion de graphe planaire pour faire un petit peu de prospective là-dessus. Juste après avoir donné juste quelques indications sur l'algorithme de prime. Eh bien, je vous dis donc à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, hein, surtout. Vous avez vu que on a encore quelques semaines ou quelques mois à tenir. Et puis cette preuve-là, je vous mettrai les slides d'ici demain matin. Cette preuve-là, refaites-la. Hein. Savoir si on peut comprendre